Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mon cher Bruno. Bonjour Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, impeccable. Toujours un grand Avec- plaisir, franchement, de te retrouver pour ce petit rendez-vous mensuel. Alors aujourd'hui, quand même, après 3 rendez-vous successifs sur le sport, on a choisi vraiment un autre sujet qui est un sujet finalement plus d'actualité, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers mois. Ce sujet, c'est la notion d'hypercoagulation. Alors on a tous été interpellés par le nombre d'accidents thrombotiques ces derniers mois, ces dernières années, avec l'augmentation des thromboses, thromboses veineuses, thromboses artérielles, des infarctus, des embolies pulmonaires, des AVC, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, tu t'es rendu compte surtout, qu'il y avait un dénominateur commun à tous ces éléments, c'était cette notion d'hypercoagulation. Alors, on va vraiment focaliser sur cette hypercoagulation, comprendre ce que c'est, comprendre les causes, comprendre les conséquences de cette notion d'hypercoagulation. Et donc, je te pose la première question, mon cher Bruno. Comment tu pourrais définir cette notion d'hypercoagulation et comment tu peux l'objectiver sur le plan biologique aussi? Alors déjà, c'est un gros sujet et il faut savoir que déjà quand on va parler d'homéostase, on va pas prendre, aujourd'hui on est dans l'informel et que les décisions à prendre seront faites avec le médecin parce qu'on va travailler quand même sur un sujet qui est quand même assez explosif, qui est donc cette hypercoagulation. D'abord, avant de commencer, comme introduction, on pourrait dire que le sang, c'est la vie. C'est lui qui va transporter tout l'oxygène et les micronutriments dans les tissus et aussi dans les cellules. Donc, eh bien, on a intérêt à avoir une certaine fluidité. Alors, on pourrait dire qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est un peu hypotoxique, manque d'oxygène, que ce soit organique, psychique, même spirituel. On en asphyxie. Alors, nous ne sommes pas faits pour vivre comme des machines et entre les machines et les ordinateurs. Souvent, c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, avec le progrès, on a aussi besoin de montagnes, d'océans, de forêts, de lacs, d'oxygénation, on pourrait dire. Donc, on est un peu victime du serpent parce que lui, il hypnotise, il étouffe et il lui envoie son venin mortel. Bon, pour ceux qui voudront bien comprendre tout ça, ce que ça veut dire, on coagule en gros. D'accord? C'est la coagulation. Donc aujourd'hui, les gens sont fatigués, il y a un brouillard cérébral, il y a une fatigue générale de l'organisme. Alors il y a plusieurs types de fatigue, mais cette fatigue-là, elle est importante parce que l'oxygène, comme j'ai dit, c'est la vie. Donc l'endormissement des membres, l'engourdissement douloureux, on va avoir des problèmes au niveau des sensations et surtout de l'insomnie, les extrémités froides. Ça, c'est déjà ces symptômes. Alors, on va retrouver dans les pathologies le syndrome de fatigue chronique, les fibromalgies, les gens qui sont atteints par les produits chimiques, les myosites, les sclérodermies, les douleurs chroniques et aussi des troubles thyroïdiens et surrénaliens parce que souvent on met les gens sous hydrocortisone mais on va voir que la fibrine joue un rôle là-dedans aussi. Alors tout ça, c'est basé sur la gravité de l'hypoperfusion. On va expliquer ce que c'est tout à l'heure. Et aussi cette hypercoagulation et ces micro-caillots qui sont faits. Alors, comme tu as évoqué tout à l'heure, effectivement, là, le SARS-CoV-2 a été primordial pour comprendre ces choses-là, puisque on sait qu'aujourd'hui, toutes ces protéines vont créer cette hypercoagulation. Au niveau clinique, on va le retrouver avec des thromboses veineuses, comme tu as évoqué tout à l'heure, et pour comprendre ça, il faut comprendre tout le système vasculaire et l'homostase. Alors, l'endothélium vasculaire, c'est important. On va venir vraiment sur cette notion d'endothélium, puisque l'endothélium vasculaire, c'est tout ce qui tapisse nos vaisseaux sanguins. Et dès que lui est endommagé, c'est la catastrophe. On va voir des facteurs d'hypercoagulation. On va voir tous ces facteurs qui font faire que il y a toute une cascade avec toutes sortes de molécules, c'est assez complexe, qui vont jouer sur l'hypercoagulation. D'accord ? Ça, on va y revenir. Donc, bien comprendre que même cette fibrine qui est le dernier maillon qui va faire que on va faire de l'hypercoagulation, cette fibrine va faire que on va endommager ces cellules endothéliales et il faut savoir que la diffusion d'oxygène va diminuer de 500%. 500% pour juste 1 micron de fibrine. Donc, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui les gens sont fatigués. Si j'ai une oxygénation qui est pas normale, automatiquement, je suis plus en aérobie. Je vais passer en mode anaérobie. On l'a vu avec le sport, mais c'est aussi valable
Tout à chacun. Donc, il faut comprendre cet état d'hypoxie, le métabolisme aérobie est insuffisant. Donc, on a moins d'ATP, moins d'énergie. Alors, tous nos organes fonctionnent avec de l'ATP. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau musculaire, on peut être fatigué. La digestion va être ralentie, la transmission nerveuse, mais aussi la sécrétion des glandes endocrines. Puisque si j'ai besoin de cortisol, si mon cortisol ne va pas sur les récepteurs, j'ai un problème. Donc ça, c'est une notion qu'il faut vraiment mettre en avant, d'accord? Alors, effectivement, la coagulation, ça dépend de l'activation plaquettaire. Hein, il y a plein, c'est des termes qu'il faut enregistrer. On mesure les plaquettes et la production de fibrine. Tous ces molécules vont favoriser la coagulation par rapport à celle qui va fluidifier le sang. Il y a un équilibre. Donc là, le dernier maillon, c'est cette fibrine soluble qu'il faut enregistrer car c'est le résultat de la coagulation. Donc la formation d'un caillot, la coagulation, c'est un mécanisme de défense qui est vraiment important. Hein, si je me blesse, il faut coaguler. Par contre, il doit y avoir cet équilibre. Donc l'homostase de la balance entre les mécanismes de coagulation et de la fibrolyse, c'est comment on va détruire cet excès de fibrine, est vraiment important pour éviter justement les caillots et les micro-caillots. Et tout ça, normalement, c'est un système qui fonctionne très bien, normalement, logiquement. D'accord? Malheureusement, il y a des facteurs génétiques et environnementaux qu'on va voir. Donc, cette fibrinogène, qui est une protéine plasmatique d'origine hépatique, c'est elle qui va favoriser, sous l'action de la thrombine, la fibrine. Ça, c'est ce qu'il faut se rappeler. D'accord. Ça, tu peux l'objectiver sur le plan d'une biologie. Alors, voilà. Donc là, j'ai un papier parce que c'est quand même, on mettra les tests qu'il faut faire parce que il y a toutes sortes de tests entre les molécules coagulantes et anticoagulantes. D'accord? Donc ça se mesure. Alors, les médecins, on fait avec la fibrinogène, généralement, c'est celui-là qu'on fait le plus. Et aussi les dédimères, puisque les dédimères sont le résultat du catabolisme de la fibrine, d'accord? Donc plus, on l'a vu dans le Covid-19 par exemple, d'accord? Donc la coagulation, elle est activée par des mécanismes, on pourrait dire extrinsèques et intrinsèques, c'est-à-dire ceux qui sont présents dans le sang et ceux qui sont hors du sang. Ok, donc pour ces causes de l'augmentation de cette notion d'hypercoagulation, qu'est-ce que tu peux nous sortir comme cause? Alors, les causes, bon, il y a plusieurs acteurs. Déjà, on a parlé de tous ces acteurs, endothéliales, les monocytes, les plaquettes, tout ça, c'est très compliqué. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est la finalité, c'est cette fibrine, d'accord? Fibrinogène, fibrine, et c'est fibrine en excès. Donc, pour comprendre ça, la chose la plus importante, c'est de connaître ces causes. Pourquoi aujourd'hui, ça c'est peut-être la meilleure question, pourquoi aujourd'hui les gens sont en hypercoagulation? Alors, bien évidemment, il y a les facteurs génétiques, c'est 20 à 30%. D'accord? On va pas rentrer là-dedans, ça se mesure, les médecins le mesurent. Par contre, il y a des facteurs d'environnement. Déjà, le processus du vieillissement, c'est déjà un état d'hypercoagulation. T'as aussi la grossesse, le traumatisme, le stress, tout ça sont des facteurs d'hyperactivation de la coagulation. Alors ensuite, on va voir tous les agents infectieux. Hein, les Lyme, par exemple, les Lyme, c'est 80% des gens qui sont en hypercoagulation. Hein, donc, toutes les infections intracellulaires, EBV, CMV, tous les herpès 1 et 2, bactéries et pathogènes comme les parasites sont des facteurs d'hypercoagulation. Hein, tout ça va faire que ça active les plaquettes. Et on va retrouver aussi des biofilms. Dans ces biofilms, on va retrouver, donc ça c'est l'union qui fait la force pour se protéger des médicaments, des antibiotiques et des compléments alimentaires aussi. Qui sont des antibiotiques naturels, il y en a tout un paquet, hein, on va pas les évoquer, mais juste pour te dire que ces bactéries sont intelligentes, ces pathogènes vont se réfugier, l'union fait la force, dans des biofilms, hein, en fin de compte, ils vont prendre la fibrine, des protéoglycanes et fabriquer, on le retrouve dans le dentaire, on le trouve dans l'intestin, on le retrouve un peu partout, donc ils se protègent, d'accord? Alors tout ça, c'est des choses importantes. La dysbiose aussi, comme aujourd'hui, énormément de gens sont en dysbiose, la dysbiose va favoriser aussi l'hypercoagulation sanguine. On va retrouver aussi des facteurs environnementaux, hein, toutes les toxines et les produits chimiques, les métaux lourds, les moisissures, le glyphosate, tous ces molécules polluantes sont des facteurs d'hypercoagulation. Les allergènes, bien évidemment aussi la vaccination, d'accord. Et on va retrouver tout aussi les fréquences des champs électromagnétiques artificiels. Hein. Ça, je pense qu'on l'oublie
Et c'est un facteur, pour moi, majeur. Depuis qu'il y a l'électricité, depuis qu'il y a ces champs électromagnétiques sales, on sait, et ça c'est publié par le professeur Pal, qu'on a cette hypercoagulation sanguine. Donc des AVC et des troubles aussi cardiovasculaires. D'accord ? Donc finalement, on s'aperçoit qu'avec cette notion d'hypercoagulation, il y a un impact qui va être bien plus large que simplement des problèmes cardiovasculaires, mais que les causes sont extrêmement diverses, aussi bien d'une charge infectieuse, une charge environnementale, et que tout ça joue sur cette notion de fibrinogène. Voilà. Et Ok. bien, aussi, on peut évoquer la pollution dans les grandes villes. Ça, c'est publié qu'il y a énormément d'AVC liés justement à cette pollution, des fines particules qui activent justement cette hypercoagulation. Donc, il suffit déjà d'avoir un terrain pour ça, des facteurs génétiques, mais aussi tous les autres facteurs qui s'accumulent. Et donc, la balance entre les facteurs anticoagulants et procoagulants se déséquilibre. Alors, on parlait des champs électromagnétiques, mais aussi à ce qu'on appelle aussi tout la bioengineering. On va pas rentrer dans les détails, mais les gens, ils ont qu'à regarder et chercher. C'est pas du conspirationnisme. Les chemtrails, toutes les armes aussi d'armes de guerre bactériologiques sont des facteurs d'hypercoagulation. Alors, tout ça va engendrer, bien évidemment, des effets organiques, des effets fonctionnels et des manifestations cliniques. Alors, on peut en voir quelques-unes. On va se retrouver avec une endothéliite. Donc chronique et persistante, c'est-à-dire que l'endothélium est endommagé. Et là, on va avoir des dépôts de fibrine, de protéines qui sont dans le système vasculaire, mais aussi microcirculatoire. Et tout ça va faire que cette augmentation va faire des effets fonctionnels. Ces effets fonctionnels, on va retrouver un dysfonctionnement dans l'endothélial majeur, d'accord ? Et on l'a vu, l'endothélium est important. Alors, paradoxe, je suis pas en train de dire il faut toujours écouter son médecin et ne pas prendre soi-même des initiatives. Mais sachez par exemple que l'aspirine, qu'on a tellement vanté, et là j'ai regardé effectivement les travaux de Delors Géril, qui est quand même un cardiologue réputé. Bon, il est seul à le dire, mais j'ai tendance à lui faire confiance parce qu'il a travaillé 40 ans sur l'aspirine. Et il dit que l'aspirine, qui est utilisée justement pour fluidifier le sang, va endommager l'endothélium vasculaire. Donc même à petite dose. Alors on peut le prendre effectivement à un moment donné, il faut suivre les indications de son médecin, mais il faut le savoir, parce que l'endothélium vasculaire, c'est vraiment de la nutrition. On en parlera tout à l'heure dans les traitements. Donc tout ça va créer une hypoperfusion. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'est-ce que c'est l'hypoperfusion. En fin de compte, c'est le flux sanguin, une diminution du flux sanguin, des fluides, de la circulation sanguine qui ne va pas aller là où il faut dans les tissus et les cellules. Donc ça, effectivement, c'est grave. On va se retrouver avec un manque d'oxygène, une hypoxie cellulaire. Les vitamines et les minéraux, on peut prendre tous les compléments alimentaires. Ça va pas fonctionner puisque cette microcirculation se fait pas à cause de cette fibrine. Et on va avoir aussi les hormones, donc des insuffisances, la fatigue qu'on appelle surrénalienne, qui est pour moi une ineptie. C'est souvent un problème de manque de cortisol. Et là, on peut trouver un facteur majeur qui est justement cette fibrine qui va empêcher cette cortisol d'agir. D'accord ? Alors voilà, c'est pas une insuffisance de production, c'est une insuffisance de transport. Complètement, puisque complètement. Et ça, c'est complètement occulté. C'est pour ça, j'ai bossé vraiment là-dessus parce que et là, je suis tombé avec quand même des chercheurs avec qui j'ai pu on va dire échanger des emails, c'est quand même incroyable que ça soit occulté. Mais ça se sait, on trouve quelques publications justement là-dessus. Donc cette hypoperfusion tissulaire va affecter tout le fonctionnement des organes, en particulier tous ceux qui nécessitent justement des nutriments. Donc on voit, c'est un peu comme en médecine fonctionnelle, si on ne traite pas le microbiote, mais aussi le système vasculaire, on va avoir des problèmes. Moi, je me rappelle avec le professeur Appin, on parlait de cette microcirculation et qui est aujourd'hui primordiale. S'il y a une microcirculation qui se fait mal, automatiquement des problèmes. Alors tout ça va créer, bien évidemment, une faible saturation en oxygène, d'accord. On va se retrouver avec des molécules persistantes, des pathogènes persistants dans l'organisme, un stress oxydatif. Une hyperactivité des plaquettes. Il faut savoir que c'est l'agrégation des plaquettes, c'est l'agrégation des plaquettes, ça se fait sur l'endothélium. Tout ça va créer justement
de la fibrine et créer des problèmes, des thromboses, des caillots, des AVC, des maladies cardiovasculaires, un dysfonctionnement lymphocytaire, immunitaire. On va retrouver aussi, si je me souviens bien, une dysbiose, puisque la dysbiose va être nourrie justement mauvaise circulation au niveau du microbiote. On va avoir aussi une altération de tout ce microbiote et toutes ces manifestations mitochondriales aussi vont faire qu'on va être fatigué avec un excès de lactate et malheureusement on peut passer au Warburg, au cancer, d'accord? Ouais. Alors les manifestations pour finir cliniques, et ben tout simplement tous les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure avec cette hypoperfusion, ces micro-caillots qui se forment, un manque d'oxygène, un manque de nutriments, des hormones qui diminuent, tout ça crée un brouillard cérébral, de la fatigue, de la dyspnée, des picotements, un mauvais sommeil, enfin. Et puis aussi, on va retrouver ce qu'on appelle un excès d'histamine. Et les gens souvent qui font toutes des traitements avec des antihistamines devraient aussi réfléchir dans l'environnement par lequel ils vivent, puisque on sait très bien que les champs électromagnétiques engendrent aussi cette hypercoagulation et donc changer aussi son environnement pour éviter ces choses-là. Donc prendre en considération tout cela est pour moi quand même une vision holistique pour justement... Je sais que quand on avait préparé un petit peu cette discussion autour de l'hypercoagulation, tu avais parlé du diabète. Et ça, c'était une notion qui m'avait intéressé aussi. Oui, est-ce que dans le diabète, parce qu'on sait qu'il y a des troubles circulatoires majeurs. Alors pour certains même, c'est une hypoperfusion, c'est-à-dire qu'il y a hypercoagulation. Et d'ailleurs, j'ai une belle publication, on pourra la mettre, le lien entre le diabète et justement cette hypercoagulation sanguine. Ouais. C'est-à-dire que cette publication, elle est dans PubMed. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre aussi tous ces mécanismes-là dans les pathologies. D'accord? Ok, super, c'est très clair. Maintenant, alors, si l'aspirine est un élément qui théoriquement traite cette notion d'hypercoagulation et qu'elle détruit ou altère l'endothélium vasculaire, qu'est-ce que tu peux utiliser pour jouer sur cette notion d'hypercoagulation? Quelles sont les solutions thérapeutiques par rapport à ça? Alors déjà, on revient toujours en médecine fonctionnelle au terrain. Donc le traitement majeur, c'est un traitement déjà préventif. Donc on va avoir un régime pour réduire l'inflammation, parce que l'inflammation, c'est quand même le vecteur numéro 1 d'hypercoagulation. Donc c'est un régime, on va dire, hypotoxique, hypoallergique, c'est-à-dire plutôt bio, sans polluants, sans allergènes, et surtout méditerranéen, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de polyphénols pour améliorer justement tout l'endothélium vasculaire. Un rapport oméga 3, oméga 6 qui doit être parfait, parce qu'effectivement, on ne peut pas se permettre d'avoir trop d'oméga 6 et être inflammé. Donc, des oméga 3 sont importants pour l'endothélium vasculaire. Il faut éviter la résistance à l'insuline à tout prix. Là, c'est catastrophique pour l'endothélium vasculaire. Éliminer toutes les causes des infections. Donc, travailler sur les infections froides, d'accord ? Surtout les réactivations virales, toutes les toxines, faire de la détox. Et surtout, bien s'hydrater. Les gens aussi boivent pas assez. Un sang qui est visqueux, et voilà, souvent, c'est la première des choses, il faut boire. Il faut boire une eau plutôt légère, pas trop minéralisée, et boire pour justement fluidifier et faire de l'exercice physique pour améliorer son endothélium vasculaire. Ensuite, on va dire diminuer l'activation plaquettaire. Alors là, l'aspirine, qui pourrait être parfait puisque c'est un antiplaquettaire et ça va permettre justement d'améliorer justement cette hypercoagulation. Mais comme je dis, Delorgeril, lui prévient, qui est quand même un cardiologue, que ça empoisonne quand même l'endothélium des artères et aussi de l'estomac, et même à petite dose. Alors effectivement, quand je regarde dans les publications scientifiques, je vois plutôt que ça améliore. J'ai pas trouvé. Alors j'aurais tendance à lui faire confiance, donc j'invite tout à chacun à faire des recherches sur l'aspirine, qui est pour moi peut-être un bon produit dans certaines conditions, mais on peut se poser la question en prévention, d'accord? Donc il faudrait plutôt préférer, pour diminuer l'activation plaquettaire, des oméga 3, d'accord? Du ginkgo biloba, et puis aussi traiter tous les déclencheurs de l'activation plaquettaire. Et ensuite, dissoudre tout l'excès de fibrine. D'accord? Et là, on a effectivement toutes les enzymes protéolytiques et fibrolytiques
on va donner un coup de main pour faire cela, d'accord? Et là, on a effectivement des traitements naturels qui sont intéressants, d'accord? C'est ce que c'est ce qu'on a formulé il y a quelques mois au sein du laboratoire Oronalis, un produit qui s'appelait Oro, qui s'appelle toujours Oui. Oro-Enzyme Plus. Tu veux nous en parler ou Oui. Alors c'est vrai que on a innové puisqu'on a mis 3 enzymes, 2 qui sont, on va dire, 2 protéolytiques et une, on va dire, fibrolytique. La sérapeptase, elle est vraiment intéressante. En fin de compte, c'est une alternative à tous les produits, on va dire, anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont toxiques. Donc le médecin peut choisir la sérapeptase. Ils connaissent dans le cancer. Donc elle est fabriquée par rapport à la verre à soie. Donc c'est une entérobactérie. Hein, donc je me souviens plus trop le nom, mais je crois que c'est Serratia ou quelque chose comme ça, qui vient du cocon et qui permet justement une activité puissante anti-inflammatoire et qui va fluidifier le sang. Hein, c'est souvent utilisé chez les rhumatologues, en chirurgie, en orthopédie, pour justement permettre, et même en dentisterie, pour justement éviter aussi les biofilms. Ça fait péter les biofilms. Hein, donc les biofilms qui sont en excès, où les bactéries, les pathogènes se cachent. Donc ça, c'est intéressant. Là, il y a pas mal d'essais scientifiques qui ont été faits. Il faut chercher dans PubMed. Vous allez trouver en post-opératoire aussi dans les œdèmes, etc. Donc, ça digère littéralement tous les tissus inflammatoires. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, c'est plutôt une enzyme protéolytique, d'accord, qui va dissoudre les biofilms, qui est intéressante, hein, surtout tous les gens qui ont des infections froides, la maladie de Lyme, des herpès, etc., et qui veulent justement... parce que souvent les antibiotiques deviennent résistants, hein, puisque ces biofilms sont là pour justement créer, se planquer des attaques de ces malheureusement de ces antibiotiques, qu'ils soient synthétiques ou naturels. Donc la sérapeptase est vraiment intéressante. Et là, première enzyme, la sérapeptase. Je mets juste une petite précision. Effectivement, elle a été découverte dans le verre à soie, comme tu très bien stipulé. Dans Oro-Enzyme Plus, elle n'est plus issue du verre à soie, elle est issue de Aspergillus oryzae, donc c'est issu du monde micellaire. Et ce qui, sur le plan réglementaire, nous permet d'être plus cohérent. Deuxième enzyme. Alors, peut-être la plus importante, la nattokinase. Alors, moi, personnellement, j'ai mangé du natto. Franchement, c'est dégueulasse. Alors, je sais pas comment ils font les Japonais. Pourtant, je peux avaler quand on dit Elles ont l'habitude. quand c'est bon pour la santé, je le prends même quand ça a mauvais goût. Mais là, franchement, hein, on a beau mélanger avec d'autres choses. Alors, quand on voit les filaments du natto, hein, c'est une fermentation du soja, hein, avec une bactérie qui s'appelle le Bacillus subtilis. Donc, cette bactérie, justement, elle est intéressante parce que elle va jouer sur la plasmine. La plasmine, c'est une molécule naturelle de l'endothélium qui permet de détruire l'excès de fibrine. D'accord? Il y a la plasminogène qui devient justement de la plasmine. Et cette plasmine, si elle n'est pas, on va dire, conséquente dans l'organisme, il n'y a pas assez de destruction de la fibrine. Donc, elle ressemble beaucoup à la plasmine et elle va détruire les caillots. Et donc, elle est intéressante parce que elle va aussi diminuer les taux plasmatiques du fibrinogène, hein, qui est vraiment la conséquence de cet excès de fibrine. Donc, elle est vraiment intéressante. Elle marche sur 8 à 12 heures. On peut la prendre en une seule fois. Donc, on la prend généralement, il faut utiliser entre 2000 et 6000 unités. Hein, je crois que 2000 unités, c'est 100 mg. Hein. Et donc, le bon dosage, par exemple, il y a quelques études dans le Covid, pour détruire aussi la spike protéine. Alors, je ne sais pas ce que valent ces études, mais il y a 2-3 études qui sont en PubMed, qui sont intéressantes, avec destruction de la spike protéine. Par contre, c'est sûr, c'est vraiment un produit protecteur cardiovasculaire. Il ne faut pas l'oublier, et là, de leur gérer la raison, la première cause des maladies cardiovasculaires, c'est pas du tout le cholestérol, c'est bien l'hypercoagulation sanguine. D'accord? Et il faut savoir, l'homocystéine est un facteur aussi d'hypercoagulation. Donc, vraiment aussi surveiller l'homocystéine. Mais on mettra les analyses qu'il faut faire. Ouais. Donc, durée de vie 8 à 12 heures, ça baisse aussi un peu la tension artérielle. C'est un inhibiteur de l'angiotensine, donc naturel.
Mhm. D'autres enzymes qui donnent de l'hypertension. Ça joue sur l'agrégation plaquettaire. Ça évite que justement ça adhère sur l'endothélium. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, c'est très bien dans les maladies cardiovasculaires, les AVC, l'hypertension, les démences, etc. Donc, la nattokinase, c'est vraiment la plus performante. Et là, on a vraiment une panacée d'études dans PubMed. Vraiment, celui qui veut chercher, il va trouver vraiment des belles études sur la nattokinase. D'accord? Là, ça, c'est la deuxième enzyme. Dans Alors ça, Oroenzyme, c'est un fibrolytique pur, d'accord? exactement. Voilà, hein, c'est Pas vraiment un protéolytique, c'est fibrinolytique voilà, spécifique. c'est fibrinolytique, c'est-à-dire que ça détruit l'excès de fibrine. Hein. Ouais. Je rappelle, hein, la fibrine, 1 micron, hein, ça bloque la microcirculation, 500% de moins d'oxygène. Donc c'est pas rien. C'est énorme. Troisième enzyme. Alors la bromélaïne, c'est la plus connue, hein, donc qui vient de l'ananas. Donc la activité protéolytique, puissant anti-inflammatoire, mais aussi anti-agrégant plaquettaire et fibrolytique. Donc ça, c'est intéressant. Donc il va jouer en synergie par d'autres mécanismes. Et par exemple, c'est beaucoup donné dans le cancer. Le professeur Gernet a travaillé dans le cancer. Et pour dissoudre, parce que le cancer, il se protège du système immunitaire en mettant justement une couche de fibrine sur les cellules cancéreuses. Et donc, à l'époque, si les médecins vont se reconnaître là-dedans, ils utilisaient l'extranase, donc des hautes doses de bromélaïne pour détruire ces fibrines. Le problème de l'extranase, il faut regarder la composition corporelle, dioxyde de titane, il y a pas mal de cochonneries dedans. D'accord? Ouais. Il fallait en prendre Mais c'était un bon une produit. dizaine de comprimés. Voilà, exactement. Donc, prévention des thromboses, gestion du système immunitaire, et ça va éviter aussi tous les lymphodèmes et les œdèmes. D'accord? Donc, tout ça, c'est important. Et ça va jouer justement en synergie. Ces trois sérapeptases, nattokinase, bromélaïne vont permettre justement, pour ceux qui ont des problèmes d'hypercoagulation, de fluidifier le sang de manière plus naturelle. Mais on conseille vraiment d'être suivi par un thérapeute. D'accord? Ouais. Parce que c'est quelque chose de délicat. Il y a des facteurs aussi génétiques. Il y a aussi des gens qui sont hémophiles, donc il faut vraiment faire gaffe. Donc, il faut utiliser ça avec un thérapeute, pas faire de l'automédication avec ce genre de molécules, même si elle est naturelle, parce que c'est puissant. Donc, 3 enzymes en mixte avec des formes qui sont brevetées. Ouais. Donc, chaque forme, que ce soit la sérapeptase, que ce soit la nattokinase, la bromélase, est une forme brevetée, protégée, et qui présente des publications spécifiques sur cette marque-là. Et juste, sachez qu'il y a les bonnes doses. On a mis plusieurs mois avant de constituer cette formule. Et donc, on ne la diffuse pas, la formule, en réalité. On dit simplement que c'est un mix de protéines avec ces 3 éléments, puisqu'il y a cet équilibre. C'est comme dans Rotor, c'est toujours une histoire d'équilibre. D'équilibre, ouais. Et donc là, on a un équilibre qui est parfait. Juste, dernier élément avant de se quitter, Bruno. Comment tu l'utiliserais fondamentalement bon, bien sûr, en dehors des repas. Donc, la prise d'enzymes protéolytiques ou fibrinolytiques, c'est vraiment en dehors des repas. Une gélule vers 10 heures, une gélule vers 16 heures, ça serait... Alors, la nattokinase, elle peut s'utiliser en une seule fois. Ça, c'est après la bromélaïne en plusieurs fois. Donc, on peut faire 2 fois par jour, l'estomac vide, matin et soir. Ça, c'est important, l'estomac vide, justement, pour l'activité soit beaucoup plus forte au niveau vasculaire et microcirculatoire. Donc, en dehors des repas. Et puis là, ce sera selon l'indication du médecin, entre 1 à 3 gélules par jour. D'accord? C'est très bien, c'est parfait. Je pense que c'était... En faisant attention aussi à l'hygiène de vie qu'on a évoqué tout à l'heure, régime méditerranéen, exercice physique, hydratation, etc. Oméga 3, c'est la base. L'endothélium, c'est lui qui est le plus important. Il sécrète des molécules qui sont aussi anti-agrégantes, enfin qui sont anti-caillots, qui sont justement le NO, et aussi la prostacycline, qui est vraiment une molécule importante anticoagulante. Alors, plus vous avez un endothélium en bonne santé, plus vous allez avoir une coagulation qui va être normale. Donc, vraiment, l'équilibre, et aujourd'hui, le corps est bien fait, mais avec l'environnement d'aujourd'hui, c'est un autre problème. On trouve beaucoup plus de gens en hypercoagulation, malheureusement.
Parfait, Bruno, et tu nous as fait une transition vers Hein. le dernier produit dont on avait parlé, qui était Orostamina, et on avait bien expliqué cette notion de NO, que le NO était Oui, important, mais pas en excès. C'était vraiment toujours une notion d'équilibre. c'est ça. Super. Merci Bruno, c'est très clair, c'est vraiment très intéressant. Juste avant de te dire au revoir, euh, on doit quand même évoquer le prochain sujet, puisque la prochaine fois, dans le cours du mois de novembre, on fera une vidéo sur les récepteurs endocannabinoïdes. Je pense que ça va être aussi un sujet passionnant, puisqu'on va sortir un nouveau produit qui s'appelle le PEA, qui sera un antalgique majeur, et notamment sur tout ça. Je te laisse bosser sur Ouais, ces ouais, récepteurs, parce que en plus, ce PEA, c'est un phospholipide qui est intéressant, qui est peu connu et qui est peut-être le plus puissant anti-inflammatoire au-delà de la curcumine, hein, et d'ailleurs qui est connu chez certains médecins pour la fibromyalgie. Mais il a d'autres indications qui sont vraiment passionnantes, donc je pense que c'est une molécule vraiment qu'on attend avec suspense. avec beaucoup d'impatience, je pense qu'elle sera disponible dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine. Et nous, on fera une petite vidéo entre nous pour expliquer son action et surtout reparler de ces récepteurs endocannabinoïdes. Bruno, un grand merci pour tes Merci à explications. À toi. nouveau, c'est toujours très clair. Je te laisse le mot de la fin. Bah, disons que respirez bien. Pour bien respirer, vous savez ce que vous avez à faire maintenant. Choisir son environnement et puis voilà, et puis surtout sa nutrition, l'exercice physique Faire et du les sport. et faire du sport. Super. À la Merci prochaine. Bruno. À très bientôt. À la prochaine. Salut.